Vous présenter l'écologie des arbres de montagne tropicales et le réchauffement climatique, précisément les réponses morphologiques des feuilles au réchauffement climatique. C'est une étude réalisée au sein d'un projet appelé Rwanda Tropical Elevation Experiment, ça veut dire expérimentation sur le gradient altitudinal tropical du Rwanda. Et vous pouvez trouver plus de détails sur les liens indiqués sur la diapositive. Euh, mais j'ai du mal à faire. OK, la suivante. Je disais, ce qui m'a motivé à suivre ma carrière, c'est parce que j'ai trouvé l'arbre était un atout, non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour le climat, l'eau, le paysage, le territoire, mais aussi l'économie lorsqu'on parle du stock de carbone, le bois d'énergie de biomasse, le bois d'œuvre. Mais nous savons aussi qu'en Afrique, l'arbre a des facteurs culturels et religieux. L'arbre aussi est important pour l'élevage et l'agriculture lorsqu'on parle de la litière, la biodiversité ou bien le contrôle de l'érosion du sol. Et nous savons aussi tous que l'arbre est important dans l'infrastructure et aussi pour la santé lorsqu'il s'agit d'être la source des médicaments, de purifier l'air que nous respirons et aussi de l'eau. Et ça peut être la source de la nourriture. Euh, et donc, je fais ma recherche au Rwanda, qui est le pays situé au centre-est de l'Afrique, et voisin de la RDC, de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Burundi. Et pourquoi alors les arbres de montagne tropicales et le réchauffement climatique? Parce que lorsque nous regardons les chercheurs qui ont précédé, ils ont trouvé que 10 pieds à la mode de la montagne, la température va changer avec le gradient altitudinal. Et aussi, ils ont trouvé que avec le gradient altitudinal, nous avons le changement en ce qui concerne la richesse en espèces. Là où entre les altitudes de 2000 à 1000, nous avons une grande richesse en espèces, alors qu'aux altitudes entre 2000 jusqu'à la limite des arbres, nous avons un endémisme élevé. Et aussi, il a été prouvé que vers le sommet, ces forêts tropicales de montagne, ils ont des fois des nuages permanents et dans ce cas-là, ils sont appelés des forêts tropicales de montagne avec nuages. Et au-delà de la limite des arbres, c'est là où nous avons un autre type de végétation, les rosettes géantes, mais aussi au sommet, nous avons les glaciers. Avec le changement climatique, alors ces facteurs aussi vont suivre le changement climatique parce que si par exemple aujourd'hui nous sommes à ce niveau avec 18 degrés Celsius, avec le changement climatique à ce niveau-là, disons que nous avons un scénario de 2 degrés Celsius, ça va être donc à ce niveau-là à 20 degrés Celsius. Et donc, vous comprenez que les espèces aussi vont se déplacer euh, pour retrouver leur niche écologique. C'est pour cela que je me suis intéressée à étudier ces arbres des montagnes des zones tropicales et vis-à-vis à la réponse au réchauffement climatique. Euh, Pourquoi alors les arbres de montagne tropicales africaines et le réchauffement climatique? Parce que globalement, ces forêts tropicales de montagne commencent aux altitudes au-delà de 800 mètres d'altitude, mais lorsqu'on s'approche de l'équateur et sur les plateaux continentaux, ces forêts tropicales de montagne commencent un peu plus haut. C'est pour cela parlant de notre zone d'étude, qui est une stratification en Afrique équatoriale, centrale et orientale, ici, les forêts tropicales de montagne commencent aux altitudes un peu plus élevées, c'est-à-dire au-delà de 1600 à 2000 mètres d'altitude. Et aussi,
par là des autres facteurs que j'avais parlé concernant euh, j'ai du mal à faire la suivante. Concernant les caractéristiques de la biodiversité, toujours nous avons un endémisme élevé aux altitudes un peu plus haut, et alors que nous avons la grande richesse en espèces aux altitudes un peu plus bas. Ces forêts tropicales de montagne africaines, ils sont séparés avec la végétation du plateau d'Afrique de l'Est par les forêts de transition du lac Victoria. Et pourquoi alors s'intéresser à la forêt, aux forêts tropicales de montagne africaine et au réchauffement climatique, précisément la forêt de Nyungwe, qui est une forêt localisée au Rwanda et récemment aussi nommée comme patrimoine de l'UNESCO. C'est parce que, il y a des études qui ont montré euh, je pense que je dois qui ont montré que la forêt de Niue stocke un peu plus de biomasse aérienne. Vous pouvez voir ici, les chiffres montrent que vraiment, ça a une biomasse aérienne plus élevée et même plus élevée que la forêt Amazon, qui est le premier poumon du monde, soi-disant, concernant les études qui ont été publiées. Mais aussi, ça a été montré que la forêt de Niue aussi, elle a une productivité plus élevée comparée aux autres forêts tropicales. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous sommes intéressés à cette forêt. Alors, pourquoi étudier les réponses morphologiques des faits au réchauffement climatique? Parce que si nous regardons la littérature, ou bien partant des connaissances générales, c'est que la masse fourrière par unité de surface et la taille des feuilles, ils ont un effet indirect sur la productivité primaire brute via la photosynthèse. Et comme nous le savons, la productivité primaire brute est le résultat de la productivité primaire nette plus la respiration. Aussi, la forme des feuilles représentée par la largeur sur la longueur et la taille des feuilles représentée par la surface foliaire, ils ont aussi un effet indirect sur la productivité primaire brute via les échanges de gaz et de chaleur. Euh, Concernant la revue de la littérature de ces paramètres auxquels je me suis intéressée à mesurer, la littérature montre que la masse fourrière par unité de surface diminue avec l'augmentation de la température. Et il faut noter ici que les études vraiment sur ces paramètres en Afrique sont trop peu. Et donc, ici, ce sont les recherches un peu plus globales. Et donc, ça montre que la masse foyer par unité de surface diminue avec l'augmentation de la température, alors que ce changement est beaucoup plus attribué aux densités des feuilles, plus que le volume des feuilles par unité de surface. Parce que nous allons trouver que la masse foyer par unité de surface est le résultat du produit de la densité des feuilles et le volume des feuilles par unité de surface. La littérature aussi montre que la masse foyer par unité de surface diminue avec l'augmentation de la disponibilité de l'eau et que la densité des feuilles contribue beaucoup plus à ces changements. En revanche, il y a aussi des études qui montrent que le volume par unité de surface diminuerait en cas de sécheresse. Concernant la réponse de la masse fourrière par unité de surface à l'availabilité des nutriments, la littérature montre que la masse fourrière par unité de surface diminue modérément plus chez les espèces adaptées aux milieux riches en nutriments que chez les espèces adaptées aux milieux pauvres en nutriments. Et ceci, c'est lorsque la disponibilité de nutriments est plus élevée. Et aussi, concernant cette réponse, il a été proposé que ces changements sont principalement attribués à l'altération dans la densité des feuilles. Concernant la taille des feuilles représentée par la surface foliaire, la littérature montre que la surface foliaire
diminue légèrement avec l'augmentation de la température dans les sites les plus arides, alors qu'elle augmente avec l'augmentation de la température dans les sites les plus humides. Par contre, cette surface forielle, il est montré qu'elle est liée positivement à la précipitation dans les sites les plus chauds, alors qu'elle n'est pas liée à la précipitation lorsqu'il s'agit des sites les plus froids. Et partant de la littérature, et donc j'ai mis les hypothèses que j'ai dit vérifier. Ma première hypothèse est que la masse foyère par unité de surface diminue sur les sites plus chauds avec contribution plus importante des changements dans la densité des feuilles que des changements du volume des feuilles par unité de surface. La deuxième hypothèse est que la surface foliaire augmente dans les sites les plus chauds, alors que la masse foliaire par unité de surface et la surface foliaire des espèces en début de succession, ils sont plus sensibles au réchauffement par rapport aux espèces de fin de succession. La dernière hypothèse, j'ai comparé les arbres juvéniles et matures, et l'hypothèse est que la masse foliaire par unité de surface et la surface foliaire diffèrent entre les arbres juvéniles et matures, mais les réponses au réchauffement sont similaires. Et pour répondre à ces hypothèses, nous avons établi des sites expérimentaux le long d'un gradient altitudinal au Rwanda, là où le site se trouva sur la haute altitude et se trouve tout près de la forêt de Nyungwe et agit comme le site contrôle. Et nous avons établi un site sur la moyenne altitude et aussi un site sur la basse altitude. Je dois noter que le site à moyenne altitude se trouve aussi dans la zone des forêts de transition du lac Victoria, alors que le site aux basses altitudes se trouve dans la zone des brousses et forêts à feuilles persistantes et semi-persistantes. Je dois noter que sur chacun des sites, nous effectuons des traitements et à chaque site, nous avons 6 traitements répétés 3 fois, et ce qui donne 18 parcelles sur chaque site. Je vais expliquer ça sur la diapositive qui suit. Sur chaque site, nous avons des parcelles contrôle, des parcelles avec engrais, des parcelles avec abri pour diminuer la quantité de précipitations reçues, et puis des sites avec abri et engrais. Nous avons des sites avec abri, donc la quantité de l'eau éliminée ou ajoutée, elle est différente. Et aux autres sites qui ne sont pas des sites contrôle, nous avons effectué aussi l'irrigation avec des quantités de précipitations différentes. Mais je dois noter que quand j'ai pris mes données, ces traitements n'étaient pas encore appliqués. Et donc, au départ, nous avons arrosé toutes les plantes pour les aider à s'établir. Et donc, je compte répéter ma recherche en prenant en compte les différents traitements pour mieux déceler les impacts du changement climatique. Mais vous n'allez pas être déçus des résultats jusque-là. Et donc, je vais noter que chaque parcelle parmi les 18 à chacun des 3 sites, elle a la superficie de 15 sur 15 mètres et elle a 10 sur 10 plantes. Ça veut dire 100 plantes représentant les 20 espèces qui ont été plantées sur chacun des sites et chaque plante est répliquée 5 fois. Et donc, ici, je vais montrer comment nous avons fait le transfert d'hygelmoplasme. Nous avons pris des espèces d'origine de la forêt de Nyungwe. Nous les avons plantées sur les 3 sites représentés par les points rouges. Et aussi, nous avons pris des germoplasmes provenant de la forêt de Luande Arboretum, qui est une forêt plantée dans les années 1930 avec les mêmes espèces. Et à part ça, nous effectuons aussi des études dans la forêt de Nyungwe, là où nous avons
parcelle permanente et nous prenons des données dans cette zone-là. Mais aussi, nous avons effectué une autre étude sur ces arbres matures de la forêt de Nyungwe et de Luhande Arboretum en utilisant le gradient altitudinal. Et donc, parmi les 20 espèces que nous avons plantées sur les 3 sites, j'ai étudié 18 espèces parce que les 2 espèces restantes avaient des feuilles composantes plus petites que mes outils de mesure ne pouvaient pas mesurer. Et ces espèces, comme je le disais, incluent les espèces en provenance des forêts tropicales de montagne et des espèces en provenance de la forêt de transition du lac Victoria, incluant les espèces en début de succession que j'ai abrégé en tant que early succession of species et les espèces de fait de succession que j'ai abrégé en tant que late succession of species. Les paramètres que j'ai mesurés, ils sont la surface foliaire et je l'ai calculé en utilisant les mesures que j'ai prises des feuilles, c'est-à-dire la largeur de la feuille représentée par LW, leaf width, et la longueur de la feuille représentée par leaf length et le paramètre de Montgomery. Le paramètre de Montgomery, et je l'ai calculé en faisant l'analyse de régression de la surface foliaire et contre le produit de la largeur de la feuille multiplié par la longueur de la feuille, estimé par le logiciel qu'on appelle ImageEye Software. Et après aussi, j'ai calculé la masse foliaire par unité de surface en utilisant la formule. Ça, ce sont des formules bien connues venant de la littérature. Et donc, la masse foliaire par unité de surface, je l'ai calculée en utilisant la masse des disques. Ici, j'ai pris des disques provenant des feuilles de différentes espèces et ces disques, je les ai séchés et puis je mesure la masse des disques. Parce que le disque a un diamètre bien connu, je calcule la surface du disque et puis je divise par la surface foliaire du disque. Et il faut noter que la masse foliaire par unité de surface est le produit de la densité des feuilles et du volume des feuilles par unité de surface. Et ces 2 paramètres aussi peuvent être calculés. Et ici, je présente les outils que j'ai utilisés. Le four pour sécher, le pied à coulisse pour mesurer l'épaisseur de la feuille, la balance pour mesurer la masse, et puis le scanner pour scanner les feuilles que j'ai utilisées pour calculer le paramètre de Montgomery, et le perforateur de Bourg pour avoir des disques que j'ai utilisés en calculant la masse des feuilles par unité de surface. Et donc, les résultats ont montré que différents paramètres dans l'environnement peuvent affecter les paramètres que j'ai mesurés. Et surtout, nous pouvons voir que l'année, ça veut dire la période dans laquelle nous avons pris les échantillons, le site, les espèces et la hauteur de l'arbre, tous ces paramètres peuvent interférer pour affecter les paramètres que j'ai mesurés. Et nous pouvons voir que pour la masse foliaire par unité de surface et la surface foliaire, presque tous les paramètres ont un effet sur ces paramètres. Et concernant le volume des feuilles par unité de surface et la densité des feuilles, nous avons l'espèce qui interfère et nous avons le site et l'espèce qui intervient concernant la densité des feuilles, alors que nous avons aussi l'espèce et la hauteur de l'arbre qui interfèrent pour le volume des feuilles par unité de surface. Et ces résultats statistiques nous ont permis à prendre en considération comme cofacteurs dans les analyses statistiques concernant les réponses à l'augmentation de la température le long des gradients altitudinaux. Et donc, la vue schématique des réponses morphologiques des feuilles des arbres tropicaux juvéniles le long des gradients altitudinaux ont montré que la forme des feuilles représentée par
la largeur et le rapport entre la largeur et la longueur des feuilles a augmenté avec l'augmentation de la température représentée par la flèche qui regarde en haut, alors que la masse forielle par unité de surface, elle a diminué avec l'augmentation de la température représentée par la flèche qui regarde en bas. Et le résultat le plus intéressant ici, c'est la surface forielle parce que le résultat trouvé est contraire à ce que les autres ont trouvé, contrairement à la forme et la masse forielle par unité de surface. Et donc, je vais expliquer les raisons pour lesquelles ce résultat est plus important dans les diapositives suivantes. Mais ici, je dois noter que si nous avons à comparer les espèces en début de succession, early succession species, et les espèces en fait de succession, late succession species, nous pouvons voir que pour les autres paramètres, les espèces dans les deux successions sont représentées à un pourcentage un peu égal. Mais lorsque nous revenons à la surface foliaire, nous trouvons que précisément les espèces en début de succession ce sont lesquelles qui ont répondu plus à l'augmentation de la température. Et comparant l'effet du volume d'effet par unité de surface et de la densité d'effet sur la masse foliaire par unité de surface entre les sites aux altitudes moyennes et basses par rapport aux sites à haute altitude, nous avons trouvé, puisque les analyses sur le site à haute altitude avaient montré que nous avons trois catégories d'espèces. Il y a les espèces en bleu, là où c'est la densité d'effet qui contribue le plus au changement dans la masse foliaire par unité de surface. Et il y avait un groupe là où la densité des feuilles et le volume d'effet par unité de surface contribuent également à la masse foliaire par unité de surface, alors qu'il y avait un troisième groupe dans lequel le volume d'effet par unité de surface contribue beaucoup plus que la densité des feuilles dans la masse foliaire par unité de surface. Ça, c'était des résultats montrés sur le site à haute altitude ou le site contrôle. Alors, comparer ces résultats aux autres sites à moyenne et à haute altitude par rapport à l'augmentation de la température, l'analyse par espèce a montré un déclin en densité des feuilles avec réchauffement chez 6 espèces. Et la plupart de ces espèces, ça veut dire 4 espèces, dans ce groupe-là, c'était des espèces avec qui la masse foliaire par unité de surface était aussi principalement affectée par la densité des feuilles. Alors que pour le volume d'effet par unité de surface, un effet principal significatif n'a été trouvé que pour les espèces, la hauteur des arbres, ainsi que pour leur interaction, comme je l'avais montré dans ce tableau ici. Euh, Parlant de la comparaison entre les arbres juvéniles et matures à différentes altitudes, les résultats ont montré qu'un effet sur la surface foliaire et la masse foliaire par unité de surface n'a été observé que chez une espèce parmi les 4 espèces que j'avais comparées. Ça veut dire que j'ai pris 4 espèces qu'on met au site avec les espèces juvéniles, au site expérimental, avec les espèces provenant de la forêt de Ningé, ça veut dire des espèces matures. Et nous avons trouvé aussi qu'il y a eu un déclin significatif de la masse foliaire par unité de surface avec diminution de l'élévation pour 3 espèces parmi les 4 comparées. Et donc ici, ça veut dire que la majorité des espèces ont répondu similairement à la diminution de l'élévation, ça veut dire à l'augmentation de la température. Et pour la surface foliaire,
il n'y a pas eu d'effet significatif d'élévation, sauf pour l'effet d'une espèce parmi les quatre que j'ai comparés. Et donc, la surface foliaire a légèrement diminué avec l'augmentation de l'élévation. Avec cette réponse aussi, donc la majorité des espèces ont similairement répondu à l'élévation ou bien à l'augmentation de la température. Et donc, comme conclusion, nous pouvons voir que les effets d'un climat plus chaud sur la morphologie des feuilles sont très variables selon les espèces et parfois aussi entre les groupes de succession, comme nous l'avons vu sur les résultats de la surface foliaire. Mais aussi la surface foliaire qui a diminué dans les sites les plus chauds chez les espèces en début de succession, mais pas chez les espèces en fait de succession, tandis que les changements dans la masse foliaire par unité de surface et la forme des feuilles étaient courants dans les deux groupes. Et la similarité de la réponse au réchauffement de la morphologie des feuilles des arbres juvéniles et matures suggère que nos résultats sont également applicables aux arbres forestiers matures. Concernant la réduction de la surface foliaire dans les sites les plus chauds, observée chez la plupart des espèces en début de succession, qui est le contraire au résultat de la plupart des autres expériences de réchauffement contrôlé, cela peut être lié à l'économie de l'eau avec des contraintes hydrauliques sur la capacité de transport de l'eau des plantes agissant pour diminuer la surface foliaire dans l'air avec des températures plus élevées et aussi le déficit de pression de vapeur qui est plus élevé sur nos terrains plus chauds, mais pas dans les expériences en chambre avec des plantes petites et constamment bien arrosées, ce qui pourrait expliquer nos résultats. Aussi, la réduction de la surface foliaire induite par le réchauffement chez les espèces en début de succession peut indiquer que ces espèces sont plus efficaces que les espèces en fait de succession pour prévenir la surchauffe dans un climat plus chaud. Et donc, aussi, le résultat que la masse foliaire par unité de surface est plus faible dans un climat plus chaud, puisque nous avons trouvé que la masse foliaire par unité de surface diminue dans les sites les plus chauds. Et ceci peut rendre certaines espèces moins résistantes aux forces externes, telles que le vent et les herbivores. Ainsi, finalement, la grande variabilité des réponses morphologiques des feuilles en un climat plus chaud pourrait donc modifier l'équilibre compétitif entre les espèces et entre les groupes de succession affectant potentiellement la composition des communautés arborescentes des forêts tropicales de montagne dans un monde de réchauffement. Je ne peux pas terminer sans dire que la recherche dans notre projet Rwanda Tree continue, là où nous faisons des études sur différents paramètres et à la fin, nous pourrons venir avec des conclusions plus concrètes. Et donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Sur la photo, vous trouvez certains des matériels installés sur nos sites. Nous avons les stations de météo, nous avons les matériels pour mesurer l'humidité du sol. Et vous pouvez voir que nous avons un système d'irrigation. Et aujourd'hui, c'est la photo que j'ai prise dans 2 semaines. Et nous pouvons montrer comment l'abri est installé. Ça, c'est l'abri pour diminuer la quantité de précipitations reçues. Et je vous remercie pour votre attention. OK, merci beaucoup, docteur, pour cette présentation très informative et très intéressante. Je vois il y a des questions dans le chat box. Mais bon, en attendant de les lire, je voulais juste savoir de tous les paramètres que vous avez utilisés, est-ce que je peux dire que votre étude conclut donc qu'il n'y a pas un qui est le favori en fait, qui pourrait être sélectionné comme étant le meilleur?
pour, comment évaluer en fait l'effet du changement ou bien du réchauffement climatique sur les feuilles des arbres. Oui. Et donc, comme les résultats ont montré, nous avons vu que les espèces répondent différemment. Et donc, pour les espèces pour lesquelles la surface foliaire a diminué et puis aussi la masse foliaire par unité de surface, ce sont donc des espèces qui pourraient s'adapter au changement de l'environnement. Et donc, les espèces qui n'ont pas répondu dans nos résultats, nous ne savons pas encore pourquoi ils n'ont pas répondu. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas encore détecté ou bien la température à laquelle ils vont commencer à répondre? Et donc, toutes ces questions, nous continuons des recherches là où nous étudions aussi comment les espèces utilisent l'eau, l'availabilité de l'eau dans le sol, parce que nous avons aussi vu que pendant la saison sèche, ces espèces-là, en début de succession que nous proposons qui doit être bonne, et il fait tomber leurs feuilles pendant la saison sèche. Et donc, les recherches continuent. Et donc, ça, c'est une partie des réponses, parce que ça, c'est des réponses morphologiques. Et si vous visitez la page du projet, vous allez trouver les autres qui vont travailler sur les réponses physiologiques, comme la photosynthèse, la respiration. Et moi aussi, j'ai travaillé sur les réponses des nutriments. Et peut-être ça sera la présentation prochaine. Et donc, nous estimons qu'à la fin de cette étude, nous viendrons avec une liste concrète des espèces que nous pouvons recommander concernant peut-être l'agroforesterie et autres. C'est la question vient de Elina Macus qui dit quelle est la grandeur de la forêt de Nwenge? Parce que si c'est plus productif que l'Amazonie et la forêt du Congo, c'est qu'il y a besoin vraiment d'attirer l'attention des gens sur ça pour lutter contre le changement climatique. C'est une Donc, question ou une intervention? la question, c'est quelle est la grandeur de la forêt de Ningwe? Si je prononce bien le nom, je ne suis pas sûre. Et La il forêt demande, de Nyungwe. est-ce que c'est une forêt qui est plus grande qui est plus productive que l'Amazone et la forêt du Congo? Oui, oui, basé sur les recherches conduites récemment, il a été prouvé qu'elle a une grande biomasse aérienne plus que la forêt Amazon, qui est une forêt de plaine et pas de montagne. Et normalement, nous savons que dans l'écologie, les forêts de plaine ils stockent beaucoup de carbone que les forêts de montagne. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette forêt de Ningbe elle stocke beaucoup de masse aérienne, biomasse aérienne que la forêt Amazon. Et donc, ça devient bien sûr beaucoup plus intéressant parce que dans les recherches passées, on nous disait que la forêt Amazon est le poumon du monde, le premier poumon du monde. Et donc, pourquoi pas faire des recherches dans la forêt de Nyungwe faisant partie du bassin du Congo pour voir si maintenant c'est le bassin du Congo qui est le premier poumon du monde. Et donc, ça attire l'attention des chercheurs et peut-être c'est pour cela que récemment, la forêt de Ningwe a été aussi nommée comme patrimoine de l'UNESCO. Ok, il y a mon collègue Jean-Aimé Rutichu Mugambi dans le chat qui a répondu à Mhm. la question. La forêt de Nyungwe a une superficie de 1019 km². Merci Jean-Aimé. Donc, ça, c'est une question de Héritier Yanda. Il dit qu'il vient de Lubumbashi, RDC, et il dit que c'est vraiment une bonne étude et une très bonne présentation, et même la qualité des images est vraiment excellente. Alors, il a une question. Il demande pourquoi le choix des parcelles carrées pour l'expérimentation. Wow, c'est une très bonne question, mais je n'aurai pas la bonne réponse à ça.
Mais peut-être que aussi avoir une forme bien précise, ça facilite comment les plantes sont distribuées dans l'espace, je pourrais dire. Oui, exactement. Je vois, vous avez justement fait 10 par 10. Je me dis, c'est Oui, justement, ça facilite le classement. oui, 10 Avant, par 10. Et puis, il y a 2,5 de distance entre une plante et une autre. Voilà, donc avoir une forme précise, ça donne une précision. pourquoi les arbres ne poussent plus à certaines altitudes? Donc, la question vient de Elina Marcus. Pourquoi les arbres ne poussent plus à une certaine altitude? Oui, ça aussi, c'est une très bonne question. Donc, c'est pour cela que étudier les arbres de montagne tropicale, c'est plus intéressant. Et nous savons que dans ces zones-là, nous avons un gradient altitudinal. Nous avons les zones de végétation à chaque gradient altitudinal. Et donc, nous savons aussi que 10 pieds en amont de la montagne, les facteurs environnementaux changent, ce qui est la température, le froid, les nuages et autres. Et donc, aux plus hautes altitudes, comme nous l'avons vu, souvent il y a les nuages, il y a les glaciers, et donc c'est un environnement qui ne pourra pas supporter les arbres, je dirais. Je suis Ladislas Witanene, je suis le représentant du réseau des organisations des jeunes engagés pour les changements climatiques, conservation de la biodiversité, zone humide et forêt en République démocratique du Congo. Nous sommes basés dans la province de Sud Kivu, dans la ville de Bukavu. Vraiment, la présentation de l'étude est très intéressante par rapport à tout ce que les professeurs viennent de présenter. Mais j'avais une question. Est-ce que l'étude a été menée dans une forêt plantée ou dans une forêt naturelle? Voici ma question. Merci beaucoup. Merci, Ladislas. Je l'avais mentionné au départ. Et donc, l'étude principale pour étudier les réponses au changement climatique, ça se fait dans les sites expérimentaux établis le long d'un gradient altitudinal. Le gradient altitudinal sert comme laboratoire pour tester, parce que vous savez, quand on change l'altitude, les températures aussi changent. Et nous avons les sites, un site contrôle tout près de la forêt naturelle de Nyungwe, qui est aux altitudes les plus hautes. Et la différence entre ce site-là et le site plus bas a une estimation de presque 6 degrés Celsius. Et donc, l'étude ici, c'est lorsqu'il s'agit de comparer les arbres matures et jeunes, nous comparons les données venant des sites expérimentaux et les données venant de la forêt naturelle de Nyungwe. Mais aussi dans la forêt naturelle de Nyungwe, il y a une étude que nous avons réalisée en utilisant cette méthode-là dit gradient altitudinal. C'est Monsieur Modeste Kimbamben qui dit, désolé, qui dit bonsoir, docteur Aloisi. Merci pour la présentation. Et ma question est la suivante. Quelle a été votre motivation pour le choix des espèces expérimentales? Merci beaucoup, Kimbame. C'est une très bonne question. Alors, comme je l'ai dit, nous avons les espèces que nous avons plantées sur nos sites expérimentaires sont au nombre de 20. Et le choix a été basé sur comment ces espèces-là ils sont distribuées dans la forêt de Nyungwe par unité de surface. Et donc, on a été basé sur l'abondance de ces espèces-là dans la forêt de Nyungwe par unité de surface. Donc, la dominance dans la forêt-là. Autre question qui dit, quelles sont les conséquences de la destruction de la forêt tropicale pour les populations autochtones? Hmm. Ça aussi, c'est une très bonne question. La destruction de la forêt tropicale pour les populations autochtones,
J'aimerais bien mentionner que ça va dépendre de quelle forêt tropicale nous parlons. Et donc, dans le cadre de notre étude au Rwanda, nous ne parlons pas de peuples autochtones. Donc, nous sommes tous rwandais, pas de peuples autochtones. Mais si nous allons dans le contexte d'autres pays, la forêt tropicale est très importante pour les populations autochtones, principalement parce que nous savons que c'est la zone dans laquelle ils trouvent leur source de vie. Au départ, j'ai mentionné pourquoi j'ai été motivée par faire cette étude, parce que j'ai trouvé que l'arbre était un atout pour la culture, pour la religion, et ça peut être source de nourriture pour ces peuples-là. Et donc, si nous détruisons cette forêt-là, nous détruisons à la fois leur culture, peut-être leur religion et aussi peut-être leur source de nourriture. Il y a une question, je pense, de Monsieur Héritier Yanda. Il dit, pour compléter aussi Monsieur Kimbambe, les espèces étaient à croissance rapide et celles-ci ont subi des pré-traitements chimiques biologiques pour stimuler la croissance. Je suis le coordonnateur d'une ONG basée au Tchad. Nous travaillons dans le domaine de la protection de l'environnement. Je remercie au passage les organisateurs de ces webinaires qui est très riche dans la présentation. La question que je vais poser, c'est qu'au Tchad, nous travaillons dans la bordure sud du bassin du Congo et nous avons des actions précises pour la régénération naturelle assistée d'une forêt classée. Et je me dis quel lien on peut avoir directement ou indirectement avec votre méthode d'analyse et nos actions de régénération, surtout que nous avons une action de stratification verticale. Alors, si les questions, je vois dedans des opportunités, quels sont les préalables pour établir un lien avec votre équipe dans une telle action de régénération naturelle? Merci. J'attends la réponse très impatiemment. Merci beaucoup, Elina Marcus. J'ai oublié votre nom, je m'excuse. Et donc, merci beaucoup pour la question. Pour répondre, je dirais que pour beaucoup plus de connexion pour travailler ensemble, et peut-être que je vais mettre le lien vers le site de notre projet dans le chat que vous allez visiter et nous allons être en contact pour voir comment nous pouvons travailler ensemble concernant la régénération. Parce que vraiment, le but de notre étude, c'est d'avoir une liste que nous pouvons proposer aux gens qui veulent faire la réforestation ou de la forestation. Merci. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Et donc, il y a une autre question de Monsieur Ladislas Witanene qui demande, dans les forêts au Rwanda, est-ce qu'il y a des lieux sacrés pour la communauté locale? Euh, Surtout le territoire du Rwanda, mais pas dans la forêt de Nyungwe précisément, mais sur le territoire rwandais, nous avons des lieux sacrés, surtout Ok. pour la religion et la culture. Madame Sandrine dit, si vous pouvez donner un message de votre présentation, que diriez-vous? Euh, je ne sais pas le message qu'elle entend de moi, mais je pourrais dire que je vous remercie pour être là pour ma présentation et j'espère que ça a été ça a donné des réponses à vos questions. Je manque le mot à dire, je voulais dire fruitful. Et donc, j'espère que vous avez trouvé certaines des réponses à vos questions.
Et donc, j'espère qu'on sera toujours en contact parce que j'espère que je vais, au fil et à mesure du temps que nous avons des résultats nouveaux, j'aimerais les partager avec vous. Ah, il y a Madame Sandrine qui dit qu'elle est arrivée en retard. Elle est arrivée en retard, ça c'est dans le chat box, qu'elle est arrivée en retard et donc elle aimerait juste avoir une idée sur la présentation. Mhm. Ok, Oui. merci Sandrine. Je vais résumer très vite. Et donc, je présentais sur l'écologie des arbres tropicaux de montagne, précisément les réponses morphologiques des feuilles au réchauffement climatique. Et donc, dans mon étude, j'ai utilisé 18 espèces parmi les 20 qui ont été plantées le long des gradients altitudinales qui est une expérimentation, nous aida à tester les effets de l'augmentation de la température. Comme le savons, de la plus haute à la plus basse altitude, la température augmente. Et donc, les résultats ont montré que la masse foliaire par unité de surface et la forme et la surface foliaire par unité de surface diminue avec l'augmentation de la température alors que la forme de la feuille représentée par la largeur et la longueur de la feuille sont augmentées avec l'augmentation de la température. Et le résultat qui est très intéressant, qui est différent des autres chercheurs, est le fait que la surface foliaire a diminué avec l'augmentation de la température et les explications sont peut-être liées à l'utilisation de l'eau par les plantes à nos sites plus chauds parce qu'à ces sites-là aussi la pression, le déficit de pression de vapeur aussi augmente à ces sites-là et donc l'interaction entre ces deux facteurs cause que les feuilles diminuent leur taille pour s'adapter à l'augmentation de la température. Je pense qu'en résumé, c'est ça. Ici, c'est Monsieur Jean Aimé qui dit, Docteur Aloïsie, merci pour la présentation. L'impact des changements globaux sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Pensez-vous qu'en utilisant les enseignements de votre étude, quelles peuvent être les stratégies de gestion pour la fourniture? La fourniture optimale de multi-services écosystémiques forestiers dans la région subsaharienne. Je ne sais pas si Monsieur Jean-Aimé peut ouvrir son micro et poser sa question de vive voix. Je pense que j'ai un peu du mal à suivre le texte. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre la question. Oui. Est-ce que Monsieur Jean-Aimé peut ouvrir son micro? Est-ce qu'il est là? Oui, je vois bien, Monsieur Jean-Aimé est là. Vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Jean-Aimé, et poser vos questions. Ah oui, merci, oui, je suis là, mais mon micro n'est pas, donc je ne sais pas si vous pouvez m'écouter maintenant. On vous reçoit très bien. OK. Euh, la question, en fait, n'est pas si difficile, si je peux dire. Donc, je voudrais savoir si on peut baser sur donc, en utilisant l'enseignement, l'enseignement de cette étude, donc, quelles sont les stratégies qu'on peut prendre pour optimiser les multiples systèmes, services que la forêt fournit, non seulement sur les arbres, mais aussi sur par exemple, sur le niveau je dirais, the hub layer in English, and hub layer. How can we base on this information for us to manage the multiple functions of the forest, especially on the hub layer, like how can we base on this and then to manage like, the biodiversity that is in the hub layer of the forest.
Thank you. Merci Jean-Aimé pour la question. Si j'ai bien compris, ça veut dire est-ce que nous pouvons donner des recommandations euh, en ce qui concerne la foresterie pour maximiser les services, les multiples services écosystémiques. Et donc, si je peux dire, quand j'ai commencé ma présentation, j'ai bien expliqué que c'est un projet continu et nous sommes diverses personnes travaillant dans le projet et chaque personne travaille sur un paramètre ou un autre. Moi, précisément, je travaille sur les réponses morphologiques et les nutriments. Et donc, j'espère que la prochaine fois, je vais présenter sur les nutriments. Et donc, il y a d'autres collègues qui travaillent sur la photosynthèse à respiration et d'autres qui travaillent sur la mortalité comment on appelle ça, des survivorship. Et alors, je pense que quand on va combiner ces résultats, nous pourrons venir avec une liste concrète. Mais ça ne veut pas dire que mes résultats ne donnent pas une information parce que déjà nous avons vu que les espèces en début de succession probablement vont se porter bien, mais aussi nous avons vu que les réponses sont spécifiques, basées sur la paramètre mesuré ou étudié. Alors, en conclusion, je pense qu'on pourra donner des recommandations aux forestiers en ce qui concerne quelles sont les espèces qui pourront s'adapter au changement climatique dans un futur avec les différents scénarios du changement climatique. Et ici, c'est une question de Monsieur Aladji Faye qui dit, sachant que le cortège floristique diffère suivant le gradient attitudinal, quelle applicabilité attendez-vous de vos résultats sur ce gradient attitudinal? Merci beaucoup pour la question. Je l'avais dit un peu dans mon introduction. Nous savons tous que dans les zones de montagne, la végétation change avec le gradient altitudinal. Et donc, nous avons les différentes zones de végétation. Alors, basé sur les résultats d'autres chercheurs, il a été prévu que les espèces pourront déplacer leur aire de répartition pour chercher leur niche écologique. Et donc, nos résultats ici, c'était pour voir quel sera l'impact du changement climatique sur les espèces. Et comme nous l'avons vu en conclusion, donc ça pourra, le fait que les espèces ont des réponses différentes, donc on pourra avoir la compétition entre les espèces vis-à-vis à la réponse au changement climatique. Et donc, on pourra avoir des espèces qui pourront survivre ou déplacer d'autres espèces parce qu'ils seront à la recherche de leur niche écologique. Ok, merci pour cette réponse. On a Monsieur Ladislas qui vraiment insiste et il dit, cher professeur, pour d'autres recherches à venir, veuillez toujours associer d'autres chercheurs de la RDC pour faire des études comparatives. Donc ça, c'est une demande qu'il fait. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Et donc, Nous si, sommes si très contentes, oui. Nous pouvons être en contact. Nous sommes ravis d'être en contact et on pourra voir comment on peut travailler ensemble.